Hey Loulou, il paraît que tu serais peut-être un geek. Ouais, je pense. Du coup, ça veut dire que t'aimes Marvel. Ouais, ça y est, ça commence. Bah, tu m'insultes pas, s'il te plaît, parce que moi, je viens de revenir de vacances, là. Je vois que tu aimes bien Chafouin, mec. Bon, allez, retourne voir Furiosa, et puis moi, je vais lancer le générique. Non, en vrai, je vais venir avec toi, parce que moi aussi, j'ai une franchise à occulter aujourd'hui. Générique. Allez, générique. Salut à tous nos canapéens et canapéennes. Salut Loulou, comment tu vas? Salut Rouquin, salut les copains, les copines. Salut. Et ça va bien, ça va. Bon. Ça va. Tant mieux, les vacances s'est bien passé? Bah oui, et puis moi, j'ai pas eu encore l'occasion de trop me faire, blaser, lessiver par la horde de gens chiants. Donc pour l'instant, ça va, tu vois. Je suis dans un bon état. D'esprit. Ouais, un bon état psychique, Bon, tant mieux, parce que ça va pas durer. psychologique. Ah oui, non, ça va pas durer. Déjà, ça va commencer aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début, donc à tous nos canapéens et canapéennes. Merci à ceux qui vont arriver et qui nous écoutent pour la toute première fois. Merci de nous écouter, c'est toujours un plaisir. Et pour les nouveaux, on peut leur expliquer que Canapop, c'est une émission dans laquelle on parle de pop culture. Exact. Donc, pas simplement cinéma, même si... Ça en est beaucoup, mais on Voilà. parle un peu de tout. On parle du jeu vidéo, du film, de livres, des fois. On parle même de manga et d'animé. Donc, Exactement. voilà. Et de musique quand on trouvera le bon angle d'approche. Et c'est ça. Voilà. Mais quand on sera motivé aussi. Exactement. Je tenais aussi à remercier Latifa qui nous suit depuis très longtemps maintenant pour ton dernier message. C'est encore toujours un plaisir de pouvoir te lire. Et voilà, donc merci encore. Et t'inquiète, un jour, t'auras bien nos deux têtes de Mongol sur un t-shirt. Je te le promets. Ouais. De toute façon, c'est bon, on t'a ciblé, donc voilà. C'est obligé que tu l'ailles. C'est ça. Tu pourras pas passer à côté. Exact. Je sais aussi que on voulait discuter aujourd'hui de Deadpool 3, donc le titre qu'on lui donne, c'est Le cinéma du non-retour. Exactement. Mais avant de passer à ça. Alors d'ailleurs, c'est Deadpool et Wolverine. Hein. Ouais, c'est le Deadpool 3, mais le vrai titre, c'est Deadpool et Wolverine. Deadpool et Wolverine. Enfin, cela dit, ceux qui vont cliquer sur l'émission, ils savent forcément de quoi on va parler. Mais on a quand même eu un été chargé. Effectivement. Culturellement. Effectivement, il y a eu pas mal de choses. En matière cinéma, moi, je dirais pas que c'était l'été le plus vibrant, mais il y a eu au moins un grand événement, qui est la soirée d'ouverture des JO qui était de Paris. Magnifique. Et qui était le moment durant lequel la France était... représentée. Voilà, mise en scène. Ouais, je suis d'accord. Et où on exploitait différentes représentations de ce que peut être Paris. Ouais, et puis même la culture en général, je trouve. Parce que tous les types de culture étaient proposés, et ça, c'était vraiment cool. Ça, moi, personnellement, j'ai vraiment surkiffé. Donc, carrément. Ouais, et puis, au-delà, on peut quand même se poser des questions sur, on va dire, l'ambiance, l'état d'esprit dans lequel se trouvent certaines personnes. Et puis l'Hexagone de façon générale, parce que... c'est vrai. C'était un fort moment chargé en symboles, chargé en diversité de toutes sortes. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont saisi cet instant-là pour réagir. Et pour pas forcément toujours réagir de la bonne façon, de la bonne manière. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de harcèlement en ligne sur plusieurs artistes qui sont intervenus. Notamment sur Twitter. Du racisme, de l'homophobie. Et ça montre aussi que de l'autre côté, on va dire, il
y a un certain état d'esprit qui est assez en force, et je pense que il faut peut-être l'avoir un peu en tête. Ouais, je suis d'accord avec toi, il faut penser. Nous, de notre côté... faire la contrebalance. Ouais, contrebalance et se préparer au dialogue et se préparer, on va dire, à une forme de médiation. C'est vrai. Et de façon d'aborder, en fait, les sujets culturels pour que les personnes aient l'impression qu'on vient leur parler, mais... pas pour les engueuler, pas pour les insulter, même si... il faut le dire, hein, l'homophobie, le racisme, c'est pas des choses qui sont légales, mais c'est aussi des insultes. Donc ça, c'est pas tolérable. Mais on a le droit aussi de ne pas s'apprécier. Par exemple, Aya Nakamura qui a chanté. Moi, j'ai bien apprécié. Je connais plein de personnes qui ont bien apprécié, mais je connais aussi des personnes qui n'ont pas apprécié. C'est pas parce qu'on n'a pas apprécié son numéro qu'on est forcément un raciste. Mais par contre, il y a des gens qui se cachent derrière le fait de ne pas apprécier pour balancer des choses qui ne sont pas tolérables, et pas qu'à elle. Et voilà, c'était juste pour revenir là-dessus, parce que moi, ça m'a choqué, et je me suis dit, ah oui, là, c'est une période, c'est un instant particulier qui va rester, je pense, gravé, autant pour les aspects positifs que pour les aspects négatifs. Moi, je vais en profiter aussi pour remercier très chaleureusement ZGen, donc l'association dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, on va remercier très chaleureusement notre professeur Xavier, qui est professeur X derrière son bureau et qui nous aide dans tout ce travail et qui nous soutient vraiment beaucoup. Ouais. Donc encore merci. Je dois dire que Patrick Stewart peut aller se rhabiller parce que niveau charme et prestance, notre Ludovic Médier est beaucoup plus... Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Totalement d'accord. Il y a quelque chose avec Ludovic. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais que sur ces derniers mois, il y a eu quelques trucs un peu moins fun dont tu voulais parler. Il y a eu 3 décès qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Ouais. D'un côté, Corey Yuen et Chang Pei-Pei. D'accord. Alors, Chang Pei-Pei, c'était une actrice et une artiste martiale. Des années 60, tu m'as dit 60-70, qui était apparue dans beaucoup de productions de la Shaw Brothers. Okay. Shaw Brothers, c'était un peu le gros studio hongkongais dans les années 60-70, qui a continué à faire des films après, mais vraiment son âge d'or, c'est dans les années 60-70. Okay. Et elle, c'était un peu l'une des stars du studio, avec des films comme les 2 L'Hirondelle d'Or, dont un est réalisé par Chang Che, un réalisateur très très fameux là-bas, et il y a eu... elle a joué comme ça dans plusieurs productions du studio, qui étaient vraiment des prods très léchés, très travaillés, dans lesquels... Ouais, c'était pas du nanar... Non, c'était pas du nanar, c'était vraiment de la grosse prod. Et d'ailleurs, le logo en lui-même du studio était très... référencé, puisqu'il faisait directement référence à celui de la Warner Bros. Ok, cool. C'est la même forme de logo. Et, sauf que là, c'était du cinéma hongkongais, donc un autre continent, une autre culture. Okay. Et Corey Yuen, il fait partie des gens qui ont beaucoup pesé dans le cinéma hongkongais, mais dans les années 80-90. Et ensuite, il est parti aux États-Unis, en France, où il a notamment travaillé beaucoup avec Luc Besson, avec Louis Leterrier sur la saga Le Transporteur, mais il avait beaucoup bossé de base avec des artistes martiaux comme Cynthia Rothrock, qui était une combattante qui, elle, venait des États-Unis. Et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de chorégraphie de combat, de mise en scène de scènes d'action, et qui a apporté vraiment quelque chose de très très énorme. Pour la petite histoire, il faisait partie de la même troupe
de l'Opéra de Pékin que Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Woo-ping. Yuen Woo-ping, c'est le chorégraphe de Matrix, de Tigre et Dragon aussi. Ça, c'est cool, ça. Mais il y avait aussi dans cette troupe-là Yuen Piao, qui a été un peu oublié comme coréenne d'ailleurs. D'accord. Donc c'était un peu l'occasion aussi de leur rendre hommage. Et il y avait bien sûr, la mort là dernièrement de Alain Delon. Alors moi je voulais en parler pour dire que c'est important de célébrer et de récupérer aussi ce genre d'héritage là. Pour la simple et bonne raison que, comme le monsieur était un grand artiste, mais aussi un petit homme, on aurait tout fait, en fait, de vouloir le rattacher à des opinions politiques dont on se fiche bien, parce qu'on ne les partage pas, et on a tout à fait le droit de ne pas les partager. Mais par contre, il ne faut pas oublier que ce mec-là a beaucoup travaillé avec Luciano Visconti. Alors bon, il s'est révélé qu'après, le monsieur est devenu assez homophobe, mais il a quand même travaillé avec Luciano Visconti, qui était un très très grand réalisateur. Ils ont bossé ensemble sur des productions franco-italiennes. Pendant longtemps, entre l'Italie et la France, il y a eu une sorte de contrat... de connexion, quoi. Ouais, de connexion, où il y avait des films qui étaient faits... avec des gens qui venaient des deux côtés des Alpes. Et je pense qu'il faut se souvenir de ça et il faut promouvoir en fait cet héritage-là. Je vois. Et ne pas laisser en fait d'autres le récupérer en disant « Ah ouais, mais c'était mieux avant, machin, lui, il représentait une certaine valeur. » Non, on s'en fout de tout ça. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la culture. Je suis d'accord avec toi. Et il faut que la culture, elle avance... à part, au milieu de Je suis d'accord avec toi. Des connexions. On a le droit de faire des connexions avec la politique, mais il faut aussi que la culture puisse prendre son propre chemin. Moi, je vais ajouter autre chose. Alors, je vais pas parler de RIP qui est destiné, parce que on en a déjà eu 3 et on va pas alourdir la sentence, mais tout à l'heure, je disais que donc on parle de Deadpool 3 aujourd'hui dans notre podcast. Deadpool 3, le cinéma de non-retour. Et pour nous, c'est important de vous expliquer la démarche qui va être faite dans ce podcast, contrairement à d'habitude, où justement, habituellement, on va parler du film en dernier et on va vous parler de tout le reste avant. Là, on va faire l'inverse. On va parler de Deadpool 3 en premier et ensuite, on va vous parler de tout ce qui est bien mieux. Et quand je dis bien mieux, je ne mâche pas mes mots. Donc, vous comprenez maintenant quelles sont nos opinions, je pense, sur Deadpool 3. On va développer après. On développera forcément. Mais voilà, du coup, on va parler d'abord de Deadpool 3 pour ensuite vous énumérer tout ce qui va être intéressant et on va le faire en 3 parties. Mais du coup, 3 parties. Je te laisse... Ok. La première partie qu'on va parler, ça va être les héros déviants. La deuxième, ça sera sur le côté ironique. Et la troisième partie, ce sera sur les films de fanservice. Donc on va essayer de vous développer et de vous faire comprendre ce que c'est un petit peu ce système-là. Et en plus, on vous expliquera pourquoi les autres films qu'on vous propose sont mieux que ce que Deadpool a proposé là au cinéma. Effectivement. Et si on essaye de construire cette réflexion-là aujourd'hui, c'est parce que quand tu as énoncé le titre de tout à l'heure, c'est Deadpool et Wolverine. Mais la suite, c'est plutôt une question qu'une affirmation. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment le cinéma de non-retour ? Ouais, c'est ça. Exact. C'est bien de le préciser. Dans quelle manière aussi on peut réussir est-ce qu'on peut amener les gens à voir d'autres choses qui justement arrivent à renouveler le contenu, les images, les symboles, le langage aussi, langage cinématographique en lui-même. Parce que dans Deadpool 3, c'est assez... le chemin qui est pris est un chemin très particulier. Très visuel. De quoi ça parle Deadpool 3 ? Eh bien,
Je vais vous faire un petit synopsis rapide. Donc Deadpool 3 parle d'une histoire d'un duo de super-héros iconiques. Alors quand on parle d'iconique, ça dépend pour chacun. Hein. Mais donc on va parler donc de Deadpool et de Wolverine qui vont casser la gueule à plein de vilains. Voilà. Sauf qu'on ne sait pas trop qui sont les vilains et on ne sait surtout pas pourquoi ils sont vilains. Et à un moment, on se pose même la question si c'est pas juste parce que la personne elle a perdu, elle a jamais rencontré son frère et donc je suis un méchant parce que j'ai jamais rencontré mon frère. Voilà, autant vous dire que c'est assez bof comme raison, je trouve. Et le synopsis, c'est tout quoi. Il y a rien de plus à raconter, je pense. Si, il y a des caméos. De quoi en as-tu pensé ? Ah alors, ce que j'en ai pensé, eh bien, je suis coupé en deux, on va dire, parce que moi, j'aime beaucoup le film si je débranche mon cerveau. Si je vais au cinéma juste pour regarder un divertissement, pendant 2h05, je crois, je ne m'ennuie jamais. Genre, vraiment, je regarde le film et je me dis, wow, il y a des effets spéciaux de malade, il y a des combats super rigolos, il y a des vannes tout le temps, il y a des caméos qui me font plaisir. Retrouver certains personnages, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait du bien. Mais par contre, autant dire que si je reconnecte mon cerveau pour me dire est-ce que ce film m'a apporté quelque chose de plus qu'un divertissement, c'est un néant total. Et quand je dis néant total, c'est vraiment sans mâcher mes mots. Il y a rien derrière qui te dit on va réfléchir sur ça. Il n'y a pas de grandes questions intellectuelles qu'on peut se poser dans certains films. Et là, pour le coup, je suis déçu de Deadpool parce que le premier Deadpool, il y avait des choses à retirer, à se dire, ok, qu'est-ce qu'il veut me mettre en avant ? Et il y avait des choses à mettre en avant. Pour celui-là, je trouve qu'il y a vraiment rien du tout. Et quand je dis rien, eh bien, je vais faire une énumération quand même de quelques trucs où je me suis dit, ça me fait un peu chier. Premièrement, déjà, comme vous avez pu le dire, comme vous avez pu l'entendre dans le synopsis que je donne, les grands méchants. Donc il y a un grand méchant de base où pendant 1h40, on va se dire, pendant 1h40, on va avoir que ce méchant-là en tête parce qu'on se dit, ok, lui, il a un but, ok. Et on nous emmène dans un nouveau endroit. Et dans ce nouveau endroit, on a un méchant qui est, je dirais, 100 fois plus puissant que le méchant de base. Oui. Et ce personnage-là, il est vide de sens. Donc, parce que il te dit, je suis méchant, mais juste parce que j'aime être méchant, en gros. Et parce qu'on m'a foutu là à ma naissance. J'ai jamais rencontré mon frère. Donc, petite alerte spoiler, le frère, c'est professeur Xavier. Donc, c'est une mutante qu'on va rencontrer. Et cette mutante, qui est méga puissante, elle va faire des trucs qui sont faibles, finalement. Enfin, à un moment, on va sentir sa puissance. Et à un moment, on va se rendre compte que les personnages, on va les laisser partir, enfin les héros, on va les laisser partir pour dire, je vous laisse un peu de temps, mais du temps, pourquoi tu peux pas sortir de là où t'es normalement ? Bon, après, vous verrez qu'avec un petit scénario coupé en deux et se dire, on va relier les câbles en faisant juste ça, un petit tour de passe-passe et hop, voilà, on a réussi à faire en sorte que le personnage arrive dans le monde, dans le monde réel et qu'il soit un peu plus dangereux, mais en fait, je trouve que c'est vite chiant. Il n'y a pas, comme je dis, le fil rouge, en fait, il est très prévisible. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'entremêle pas d'autres choses autour pour donner de la consistance au câble. Ouais. Et le pire du pire, c'est que plus le film s'allonge et plus le câble s'effiloche. Et à la fin, c'est vraiment, ça tient sur un fil de nylon, alors qu'au début, on aurait dû avoir un vrai câble bien solide, quoi. Et à la fin, c'est 2 petits fils de nylon qui se sont séparés pour faire une petite patte d'oie et l'histoire s'arrête là, en fait. Donc, il n'y a pas d'histoire. Par contre, le truc vraiment cool, parce que moi, j'ai envie de parler du côté plus cool. Je sais que toi, tu as beaucoup plus de trucs négatifs à dire, Loulou. Le truc vraiment cool, c'est qu'il y a des combats qui sont refaits, des postures qui sont prises par Wolverine, par Deadpool. Il y a des combats qui vont jusqu'au
jusqu'au bout. En fait, ils n'ont pas peur de montrer du sang, ils n'ont pas peur de montrer des démembrements, ils n'ont pas peur de montrer une désacralisation d'un personnage, parce que il y a quand même Wolverine. Donc, alerte spoiler, pour toute personne qui n'a pas regardé Logan, je vous conseille d'arrêter le podcast maintenant et d'aller regarder Logan et de revenir après. Mais Logan, il meurt. Et dans notre univers, il ne revient pas, il est mort. Et ça va devenir un squelette. Et donc Deadpool, à un moment, va le retrouver, va le déterrer pour X ou Y raison que je ne donnerai pas, j'espère, mais peut-être que ça tombera un moment. Mais il va le déterrer et il va se battre avec les os de Wolverine. Et en fait, ce qui est fou là-dedans, c'est que vraiment, ils détruisent une image d'un héros incroyable, en fait. Ils le ridiculisent. Pourquoi il se bat avec ce squelette-là? Parce que c'est le squelette d'un personnage qui a les os en adamantium. Ouais, c'est ça. Donc, une sorte de fer, un délire de science-fiction, et dans lequel on a un personnage qui a des capacités physiques augmentées. Ouais. Et aussi, forcément, un squelette qui de base est très très fort, très c'est ça. Alors, très puissant. Voilà, il a un squelette. Donc pour Wolverine, on va parler parce que c'est le personnage qui est justement énoncé là. C'est vrai qu'il a un squelette bien plus massif, et ça après une injection qu'il a reçue d'adamantium, parce qu'avant c'était que des os. Oui. Non, mais si je disais ça, c'était pour que les gens comprennent. J'imagine des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de cet univers-là. Okay. En fait, il faut imaginer que les os de Wolverine, c'est comme des barres de fer. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, le gars s'en saisit. Avec des grandes griffes. Et il fait une baston contre des méchants. Ouais. Donc ça... c'est vraiment un passage assez cool dans le film. Ouais, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Ouais. Tu t'avais d'autres points? Non, en fait, moi je voulais surtout parler de ça, parce que je trouve que après les ralentis sont bien amenés à chaque fois et tout, mais ça reste un peu du visuel. Et je pense qu'à un moment, tu parleras probablement de visuel dans toi, ce que tu as à dire. Et peut-être que je rebondirai... On peut quand même dire que le film a été réalisé par Sean Levy, réalisateur de la trilogie La Nuit au musée, de Free Guy aussi, toujours avec Ryan Reynolds. Exactement, et Real Steel. Ah ouais, cool. Le film avec le robot qui fait de la boxe, là, avec Hugh Jackman. Ok. Mais tout ça pour dire que ça, c'est quand même des films, on va dire, de commande. Sean Levy, c'est une forme de yes man. Hein. D'accord. Quand on dit yes man pour qualifier un réalisateur, on parle de quelqu'un qui est avant tout là pour effectuer un travail de commande. Ok. Et pour remplir un cahier des charges. Genre Marvel te dit, il me faut un film. C'est ça. Et tu fais le film de la manière dont lui il te le demande. C'est une façon très simpliste de l'expliquer. De l'expliquer. Bon, ça cache quand même derrière aussi des savoir-faire, bien sûr. Des facilités à faire un certain travail, à imposer un rythme, une rythmique comique. Et moi, je pense que dans le film, il est plutôt bon. Il y a un certain nombre de blagues qui fonctionnent bien. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis comme toi pour le coup. Hein, le film, dans une première posture, je suis dans la salle, je m'amuse bien, je rigole bien, et je me dis bon ça passe. Et en fait, le problème, c'est que moi, je vois très rapidement aussi que il me manque des choses pour m'amuser, pour me faire triper. Je suis dans la même posture que toi. Hein. Pour te prendre en sensation, en fait. Ouais, et puis je vais commencer à me dire, tout ça, c'est quand même un peu lèche, quoi. C'est une version un peu light de choses que j'ai déjà pu voir ailleurs. Et dont on parlera après. D'une meilleure façon. Mais il y a quand même, dans toute une partie du film, une ambiance un peu à la buddy movie. C'est les comédies d'action avec un duo comique. Ouais. Ils fonctionnent souvent sur
l'idée du clown triste accompagné du clown de l'Auguste, celui qui a les cheveux rouges, qui a les grosses chaussures et puis un pantalon bouffant. Et c'est l'idée d'avoir d'un côté un personnage qui a beaucoup de facilité à faire des blagues. Ça, là, en l'occurrence, ça serait Deadpool. Et de l'autre, un personnage qui est beaucoup plus pince sans rire, qui est très sérieux, qui serait Wolverine. Et ça fonctionne pendant une bonne partie du métrage. Hein. C'est vrai que moi, je me suis dit, bon, bah ça va. Ça casse reste... pas trois pattes à un canard, mais ça marche. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai trouvé que ça avançait bien. Et puis, c'est bien construit. Il y a une baston à un moment dans une voiture. Ah ouais. Un truc très. Un van. Un truc très réduit. Qui, moi, m'a beaucoup amusé. D'accord. Mais, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, le film va commencer à prendre un chemin. Est un chemin assez tortueux, puisque déjà, il y a cette histoire d'avoir deux méchants. Ouais. Et il y a un méchant dont les motivations sont tout à fait compréhensibles. Et on identifie, on identifie rapidement l'enjeu. Hein, et on se dit, ok, très bien. Son but à lui, c'est de faire ça et c'est d'essayer de faire disparaître, on va dire, des timelines dans cet univers étendu de Marvel. Et arrive un autre personnage, qui, tu le révélais tout à l'heure, la sœur de Charles Xavier. Et là, le problème, c'est que ce personnage-là n'est pas du tout... on comprend difficilement ses enjeux, on s'en souvient pas. Je pense que c'est surtout ça, c'est qu'on a du mal à s'en souvenir parce que le film te balade quand même pas mal. Et le film est long aussi. C'est un film de 2h30 alors que le premier faisait quelque chose comme 2h, je crois, ou 1h45. Et on a perdu l'habitude aujourd'hui avec Hollywood d'avoir des films qui tiennent une durée assez convenable. Et là, il y a vraiment l'impression d'avoir une durée qui est très artificielle parce que on arrive au moment où on va passer de l'acte 2 à l'acte 3 et on va sentir en fait que le film se force à créer à créer ce passage. Et à créer cette durée supplémentaire. Parce qu'effectivement, le méchant dit au héros vous pouvez y aller, je vous laisse un peu de temps d'avance. De temps d'avance, vous m'avez aidé. Et là, tu te dis non, mais toi, t'es la méchante. Oui. À quel moment tu veux me laisser du temps d'avance ? Normalement, tu devrais déjà me neutraliser comme t'as neutralisé un autre personnage avant. Exactement, c'est absolument pas compréhensible parce que c'est justifié par rien du tout à part par le fait que il faut rajouter 30-25 minutes de métrage supplémentaire. Et on allie à ça le fait qu'il y a énormément de caméos. Beaucoup. Énormément. Alors, ils peuvent être un peu justifiés, bien sûr. Mais le souci, c'est au bout d'un moment, quand moi je veux aller voir, par exemple, les aventures d'un chasseur de vampires, je vais voir le film qui me raconte les aventures du chasseur de vampires. Je ne vais pas voir Deadpool et Wolverine. On ne dira pas qui c'est, mais... Vous avez déjà eu un gros indice. Et là, on tient le problème, c'est ça, le problème majeur d'une grande partie des films aujourd'hui qui nous viennent d'Hollywood. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vraiment une spécificité assez hollywoodienne. Hein. Moi, je le précise plus à Disney et Marvel, j'avoue. Mais finalement, le film ne se nourrit que de son univers et ne va chercher à s'ouvrir sur rien d'autre. Ouais, il est univers égocentrique. C'est de l'égocentrisme, c'est de l'ethnocentrisme. Il y a pas de ça cherche pas à ouvrir des portes alors vers que Deadpool 1, oui. Vers
de l'universalisme. Et effectivement, dans Deadpool 1, il y avait des blagues qui venaient et qui étaient des blagues qui pouvaient faire référence même au-delà du monde du cinéma. Exact. C'était aussi l'intérêt d'avoir une bande-son qui était très... elle était incroyable. Qui était très référencée. Et ça fonctionnait comme un film de Quentin Tarantino. Finalement, les musiques dans les films de Quentin Tarantino viennent avec les types de plans qui sont choisis, les types de personnages qu'on fait intervenir, pour justement essayer d'aller chercher une grammaire, à la fois visuelle, sonore, une grammaire d'écriture aussi, de scénario, pour la réutiliser, la réinvestir et amener en fait par là le spectateur sur d'autres rails. Ouais. Là où Deadpool, tu suis quelque chose qui en fait ne t'emmène que vers du Marvel. Et dans Deadpool 3. Et dans Deadpool 3. Parce que là, voilà, c'est l'épisode qui est censé faire le raccord avec le MCU. Ouais, c'est ça. Mais ça ne va que vers cette idée de faire du raccord avec le MCU. Et toutes les blagues perdent de leur vitalité. Moi, ça me dérange pas, en fait, d'avoir ce personnage qui débarque et qui va faire des blagues salaces et macabres avec un cadavre. L'idée est super drôle, mais déjà, Wolverine, c'est pas un personnage qui existe. Ouais, c'est ça. Quand tu vas chercher à te moquer, par exemple, tu vois, tous les films, les Nazisploitation, moi j'appelle ça comme ça, les films où tu as à l'intérieur des personnages de méchants nazis qu'on va trucider de plein de façons différentes. C'est une façon de tourner en ridicule ce courant d'idées-là, cette idéologie-là. Et là, il y aurait un peu, le même état d'esprit. Mais je vois, finalement, c'est comme le personnage n'existe que dans un univers de fiction dans lequel il a sa raison d'être, c'est vrai, mais voilà, c'est vide. Et ça nous rappelle une phrase d'un célèbre réalisateur, Martin Scorsese, qui était quand même un réal super important, un réal hyper important, qui disait pour moi le cinéma de Marvel, c'est un cinéma de films qui sont pensés comme des attractions de parc à thème. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. En fait, je comprends la signification de la phrase parce que moi, c'est exactement ce que je vise. C'est ce que je visualise dans Marvel et dans Disney aujourd'hui. Parce que Disney, à l'époque encore, je trouve que dans les années 2000, encore, je trouvais que Disney était capable de se renouveler régulièrement, de faire des nouvelles choses, tout ça. Mais depuis, une grosse décennie, j'ai l'impression qu'ils sont là en mode « Ah, vous avez aimé Le Roi Lion ? Tiens, on va vous le refaire, mais on va vous le faire en 3D. Cette fois-ci, vous allez voir le lion en réaliste. » Et puis, vous avez aimé le nouveau Roi Lion qu'on a fait en 3D ? Alors moi, je vais vous mettre Mufasa. Je vais vous faire le film de Mufasa. Mais nique-toi, en fait, Disney, là. J'en ai ras le cul que tu me fasses ça. Moi, je veux des trucs originaux. Mufasa, c'est dans l'univers. J'en ai marre, en fait. Et voilà. Bref, pardon, j'ai crié. Désolé pour vos voilà. À travers à travers cet énième film estampillé Marvel et puis Deadpool, on a tout ce qui va pas dans une grande partie des films qui nous viennent d'Hollywood aujourd'hui. C'est ça. Parce que tu disais, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il y a ce souci-là aujourd'hui dans les productions Disney. Mais si tu regardes pour Marvel, ça date depuis avant 5-4 ans, avant qu'ils achètent les droits de Star Wars, ils adaptaient John Carter, mais ils ont laissé à aucun moment une chance au film, ce qui fait que le film s'est planté. Parce qu'ils ne l'ont pas du tout promu, ils n'en ont fait la promotion d'aucune manière que ce soit. Et c'était un super bon film, mais le film, ils ne l'ont pas défendu, donc il s'est planté. Et l'aveu du dirigeant de Disney, qui était le même qu'aujourd'hui, c'était de dire nous on sait qu'on se fera plus de mailles avec Star Wars,
D'autres trucs un peu naze, là. En plus, ça fait des références à Star Wars. Mais en fait, John Carter, c'est sorti... Ça existait bien avant Star Wars, bien avant Avatar. Ouais. Ça a inspiré toute le space opéra du XXe siècle. Donc, il y avait des raisons légitimes à le faire. Et... ils ont poussé pour qu'ils se plantent. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que, en fait, Marvel, ils ont fait la même chose avec Deadpool. En fait, tu vois, dans ce que tu dis là, là, tu disais que Disney a laissé pourrir John Carter, mais pour Deadpool, en fait, Disney ne voulait pas le faire. Marvel, pardon. Marvel ne voulait pas faire Deadpool parce que ça correspond pas au héros comme on l'entend, un héros gentil qui sauvera toujours la veuve et l'orphelin. En fait, Deadpool, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le personnage ultra violent, ultra grossier, ultra tout ce qu'on veut. Et lui, s'il doit tuer un méchant, il va tuer le méchant. Parce qu'il dit que c'est la solution de facilité. Le mec va pas aller en tôle et il va pas sortir de tôle après. Non, on le bute là. Il reviendra jamais. Et donc, oui, c'est un personnage iconoclaste. C'est ça. Mais à la base, c'était un super méchant dans les. C'est ça, dans les premiers comics, exactement. Et donc, du coup, Deadpool ne correspond pas à Marvel. Marvel dit moi je veux pas le faire, sauf que Ryan Reynolds lui veut vraiment le faire avec Tim Miller. Le réalisateur de Deadpool 1, c'était Tim Miller, et Ryan Reynolds, toujours le même acteur qui a joué Deadpool et qui a même joué Deadpool dans X-Men Origins Wolverine. Donc même là, en fait, on avait déjà Ryan Reynolds dans Deadpool. Et donc lui veut faire vraiment Deadpool, il va le faire et il va trouver les fonds nécessaires. Ça va lui apporter, il va devoir débourser avec toute la production, il va devoir débourser 58 millions, je crois, pour créer le film. Et ce qui est fou derrière ça, c'est que le film va cartonner de ouf, mais Marvel, avant que le film ne cartonne et avant qu'il sorte, ils disent ça reste quand même un produit Marvel, on va juste apposer notre logo, mais nous on veut rien avoir avec ça. Donc on vous aidera pas pour les financements, on vous aidera pour rien du tout. Et donc le film cartonne, il explose, mais quand je dis il explose, c'est il explose. Il rapporte 783 millions au box-office à la sortie. Et ce qui fait, parce que là du coup ce qu'il faut voir, c'est que la production Marvel va voir le taux de rentabilité que ça donne. Et le taux de rentabilité, il est de 1351%. Mais pour le coup... Là-dessus, tous les studios hollywoodiens fonctionnent de la même façon. Ils sont pas teubés, mais une particularité dans les studios aussi, c'est quand il y a une tête pensante qui décide quelque chose et que cette tête pensante dégage, la suivante, en général, a à cœur en fait de changer pas mal de plomber aussi ce qui a été décidé avant qu'elle n'arrive, pour dire vous avez vu en fait les idées de mon prédécesseur, elles étaient mauvaises, ça n'a pas fonctionné. Alors qu'en général, c'est juste que les mecs ne font pas le minimum syndical pour défendre et promouvoir les films, donc c'est normal que ça se plante. Voilà. Et donc, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que quand on sait que la rentabilité a apporté Marvel à vouloir faire le deuxième... À la base, c'était pas Disney, Marvel. Ouais, c'est ça. C'était un autre... Marvel. Deadpool, c'était même pas Disney aussi. Ouais, c'est ça. C'était la Fox. Oui. La Fox, c'est la Fox qui a pris tous les droits assez rapidement et qui a voulu les faire. Sauf que Marvel ne voulait vraiment pas poser dessus. Et là, ils se sont imposés. Et franchement, le 2, il est catastrophique. Tellement catastrophique que du coup la Fox elle a dit nous on veut pas faire de 3 alors qu'ils avaient prévu de faire un troisième, une trilogie. Et donc là moi je trouve que la Fox, merci parce que vous avez été intelligent, vous avez pas voulu faire une suite à un film qui était merdique et Disney s'est dit non mais ça marche, faut rentabiliser, faut refaire venir encore de l'argent. Et il faut promouvoir encore notre bête, notre vache à lait, quoi. Donc on va rebalancer un Deadpool. Et en plus, Wolverine, il en parle à chacun des films, il parle de Wolverine, parce que Wolverine, c'est cool. Allez, on va mettre Hugh Jackman dedans et on est sûr que ça va marcher.
Et au final, ça fonctionne, hein, parce que le film, dans les box-office aujourd'hui, il est premier dans tous les domaines quasiment. Donc ça a fonctionné, ça a amené toutes les personnes qui avaient envie de voir Deadpool et Wolverine. Mais si on réfléchit juste un tout petit peu après, on se dit que le film, il est très vite de sens. Et je pense que... exactement, ça... En fait, c'est une opération de contentement du public, mais qui se fait de façon hyper... comme on pourrait dire, c'est pas... Ça vise pas haut, quoi. Et c'est presque pas naturel, finalement. C'est genre forcé pour que tout le monde vienne et que se dise, ça y est, on va avoir notre lait. L'ambition est pas énorme, quoi. Il y a rien là-dedans. Si on devait comparer avec un objet que moi j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti il y a déjà quelques mois maintenant, c'était Furiosa. Et dans Furiosa, il y avait un vrai approfondissement de thématiques qui était cher à George Miller et qui était propre aussi à l'univers Mad Max. Si vous voulez savoir, allez écouter notre podcast Furiosa. Vous allez tout apprendre, c'est sur 1h30. Mais là, à travers ce film-là, on vise vraiment le bas de gamme. C'est comme si quelqu'un, un auteur de bouquin, s'était dit je vais écrire mon livre, mais je vais pas rechercher de façon grammaticale dans ma grammaire. C'est ça. Je vais chercher des belles formulations. Dans mon lexical, je vais chercher à renouveler le truc. Non, tout est déjà vu, tout a déjà été utilisé. Et en plus, l'utilisation de tous ces caméos et le fait que le référentiel est que vers un univers qui est très identifié, ça referme le truc sur lui-même et ça dévitalise totalement le propos. Alors que il y a d'autres films qui sont bien plus intéressants. Parce qu'ils ouvrent à tout le monde, en fait. Et puis ils essayent d'étendre vraiment le champ des possibles. Exact. Alors qu'on voit très très bien avec cette troisième aventure de Deadpool que le projet de Marvel, c'est un projet assez mortifère. Finalement, c'est un peu comme si on voulait créer des films musées dans lesquels on voit des figures qu'on a vues ailleurs. Mais des fois, un gamin, quand il va dans un musée et qu'il voit un squelette de dinosaure, il a aussi besoin derrière qu'on lui montre Jurassic Park, parce que ça permet de passer au-delà et d'augmenter la chose. D'augmenter le rêve, d'augmenter tous les trucs. Alors que là, c'est tout petit, mais c'est tout petit comme ce à quoi nous a habitués malheureusement une grande partie d'Hollywood depuis. Surtout Marvel, en plus ils ont fait ça depuis le début quasiment. Le Marvel Universe, ils l'ont mis. Tu vois, je veux dire, depuis toujours, quoi. Tu repenses à toutes les franchises qui nous ont fait saliver, fantasmer pendant des années et des années. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, il y a un besoin de se rattacher à l'univers étendu. Je pense à des choses comme Predator, comme Alien, comme Star Wars. Alors aujourd'hui, Disney détient beaucoup de ces franchises, mais même si on regarde à l'époque du Jurassic Park, on est passé de ce que faisait Spielberg à ce que c'est aujourd'hui avec le troisième Jurassic World. Une bonne grosse bouse. Et c'est c'est juste une façon d'employer la culture, mais de l'employer qu'à des fins mercantiles. Donc, elle finit par se trouver complètement dégonflée, complètement vidée de sa vitalité. Tu sais, là, il y a 2 jours, je regardais un truc sur Instagram et en fait, moi, je suis créateur actuellement de jeux de rôle, tu vois. Je crée mon propre jeu de rôle et tout. Et il y a un mec sur Instagram qui expliquait comment créer ces univers de jeux de rôle et tout. Tu vois, c'est inspirant, en fait. Ouais. Et le gars expliquait qu'en gros, la plupart du temps,
il est bon de prendre quelque chose qui nous a inspiré pour recréer quelque chose. Mais si tu le fais en juste repompant le truc et c'est tout, ça n'aura pas de saveur. Alors que si par contre tu le prends, que tu le digères une première fois, que tu ensuite le recraches et que tu le reprends et que tu le redigères et que tu le recraches et que tu le reprends et que tu le digères, et bah en fait ça aura beaucoup plus de saveur parce que tu vas lui donner une partie de toi plus toutes les informations que tu as collectées autour et tu vas à chaque fois le retravailler pour que ça donne quelque chose d'unique et que ça fasse le truc unique en plus d'être toutes les références derrière. Et ce que ne fait pas du coup Deadpool, parce que Deadpool ils ont juste pris les références en mode premier en gros lot et ils ont fait voilà, j'ai pas besoin d'en faire plus parce que tout le monde sait ce que c'est. Alors que si vous aviez fait il y a quand même un truc que j'avais trouvé un tout petit peu cool, c'est quand ils arrivent dans l'autre monde, il y a quand même des éléments du décor qui sont un peu cachés. Et notamment, à un moment, il y a le Black Pearl. Et j'ai trouvé qu'il était bien fait, il était bien caché, il était bien mis en... Et donc, du coup, moi, je trouve que, vu comment il avait redigéré le truc, je trouve que ça allait, tu vois, ce truc-là. Après, pas tout le reste, hein, mais juste sur ce truc-là. Moi, tu vois, même ce truc-là, j'ai du mal. Mais j'ai du mal aussi parce que, à force de voir des films, tu les compares les uns avec les autres. Ouais, souvent. Et c'est ça aussi qui est, je pense, extrêmement dommageable avec quelque chose comme ce nouveau film Deadpool que tout le monde va voir. Parce qu'au final, les gens, ils s'attardent là-dessus, ils sont là, ils regardent ça, ils font oh, c'est super génial. Ouais. Mais par manque de temps et par manque d'envie, ils peuvent pas aller voir l'autre truc vraiment trop cool. Vraiment trop cool et qui va certainement les amener beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que moi, je suis à ce point, tu vois, embêté. Déçu de mon visionnage parce que effectivement, si tu restes dans une posture de base de consommateur, tu te dis bon, bah ouais, ça va. C'était pas trop mal. C'est comme aller bouffer chez McDo, en fait. Hein. Ouais, c'est pas trop mal, mais c'est pas royal. Il y a rien, il y a pas de plus-value, il y a. Ouais. Mais ça te remplit le ventre. On retirera rien de plus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on passe aux autres. Là, on va y aller là. Sujets et aux autres. Je sens qu'il faut y aller pour quoi. Mais tout ça pour dire que vous pouvez toujours aller voir Deadpool et Wolverine. Il est au cinéma encore. Il fonctionne bien. Donc si vous voulez y aller, si vous avez du temps à perdre. À perdre. Moi j'ai le droit de tirer sur l'ambulance. Ambulance. Hein, voilà. Mais il est où le U de ambulance? Si t'es pas d'accord avec ça, je te vire de cette émission. Mais non. On a créé tous les deux parce que je suis un gros salaud. Et vous pouvez aussi aller voir Deadpool 1 et Deadpool 2. Ouais, je vous conseille très fortement Deadpool 1. On vous les conseille quand même. Bien sûr. Si vous les avez pas découverts, ça peut être intéressant, mais on va passer à la suite. À la suite, je suis tout à fait d'accord. Je te propose donc d'expliquer à nos chers canapéens et canapéennes qu'est-ce que tu entends par le super-héros déviant. Déjà, il faut rappeler un fait historique important, c'est qu'à la base de la base, dans la création des super-héros, dans les grandes maisons d'édition de comics, il y avait d'un côté DC Comics qui a créé les Batman, Superman, dans lesquels ont été créés les personnages de Batman, de Superman, effectivement, qui sont des personnages, on va dire, qui moi me font un peu. J'ai l'impression de voir les archétypes du super-héros, tu vois. Ouais, carrément. Les deux grandes figures. Presque des dieux. Qu'on peut partager. Avec lesquels on peut partager les figures du super-héros. Parce que d'un côté, tu as le personnage hyper lumineux, hyper positif. Superman. Et de l'autre, tu as le personnage de Batman qui est beaucoup plus noir, beaucoup plus obscur, ambigu. Et là-dessus, Marvel, qui a vraiment commencé à exploser dans les années 60, eux, ils ont créé des personnages qui étaient beaucoup rattachés
à l'actualité, à la société, à tout ce que la société pouvait traverser à l'époque, et notamment les personnages de X-Men. Il y a un lien qu'on peut faire directement avec la libération et l'obtention des droits civiques par les Afro-Américains. Finalement, le personnage de Charles Xavier, c'est un peu Martin Luther King. Lui, il est là pour essayer d'apporter une parole bienveillante. Un Nelson Mandela qui veut toujours faire tout dans la paix. C'est ça, puisqu'on le rappelle, hein, dans l'univers de X-Men, le professeur Xavier, Xavier, il a une école dans laquelle il forme, il repère des mutants et il essaye de faire évoluer, on va dire, la cause des mutants et le regard qu'a dessus la société. Mais dans la bien-pensance et la gentillesse. Surtout dans la bienveillance, parce que la bien-pensance, c'est un peu... Voilà, t'as compris ce que je voulais dire, c'était le plus important. Mais à l'inverse, le personnage de Magneto, lui, c'est un peu le personnage de Malcolm X. C'est-à-dire que c'est un militant qui, lui, est dans l'action militaire, armée, musclé, qui veut faire bouger les choses avec des actions choc. Et tout ça fait que on peut voir déjà dans le chemin pris par Marvel l'idée d'incarner, en fait, à travers les héros, d'incarner des grosses problématiques de la société, et notamment le passage entre l'âge de l'adolescence et l'âge adulte dans les Spider-Man. Tu vois, et ça nous amène au fait qu'au bout d'un moment, le comics, dans les années 80, il a commencé à se transformer. Avec notamment les œuvres de Frank Miller, qui a fait The Dark Knight Returns. Oui, c'est ça, The Dark Knight aussi, Returns. qui a adapté du Daredevil. Tout ça pour dire, finalement, à ce moment-là, on commence à essayer d'imaginer le super-héros de façon un peu plus crapoteuse, de façon un peu plus déviante, un peu plus ambiguë. C'est aussi l'époque où sont créés les personnages des Tortues Ninja, qui sont finalement une version un peu parodique du super-héros, et notamment le personnage de Daredevil ou de Batman. Et... c'est le moment où on commence à se dire que le super-héros, c'est pas forcément le personnage de demi-dieu qui réussit tout et qui est il est pas toujours gentil, à tout. Et il peut avoir des comportements très très humains. Et en 1985 sort un film qui s'appelle Toxic Avenger. Toxic Avenger. Et Toxic Avenger, c'est pas du tout un film des Avengers de maintenant et de gros studios hollywoodiens. C'est pas du tout les films Marvel actuels. C'est ce qu'on appelle un film de série Z. C'est quand même plus proche de la série Z que de la série B. Donc la série Z, c'est vraiment les budgets très limités. Les films à budget très très limité. Et ça a été produit par la Troma. Une boîte de production qui est située dans le New Jersey. Déjà, le nom, il est... C'est réalisé par Lloyd Kaufman et un autre réalisateur. Ça a été fait à deux. Dans cette histoire, on va suivre les aventures de Melvin, qui est un gars pas très malin, pas très beau, qui évolue dans la ville de Tromaville. Qui est une ville, une sorte de vision complètement... C'est Gotham, mais en plus sinistre, quoi. Où c'est New York, mais dans une version plus crade, plus débile. Et il est martyrisé, ce personnage de Melvin, par une bande de jeunes qui viennent dans la salle de sport dans laquelle il travaille en tant qu'homme de ménage. Et il va... un jour, être projeté dans une cuve de produits chimiques qui va en faire un monstre. Et derrière, il va essayer de se venger des gens qui lui ont fait ça. Et par le même coup, il va commencer à s'attaquer à toutes les injustices, à tout ce qui ne va pas dans Tromaville. C'est très gore,
c'est très déviant. Ok. C'est aussi, ça tape sur tout le monde. D'accord. Ok. Donc il faut aussi le voir en se disant, c'est un film des années 80. Hein. Ouais, donc il y a des blagues, il y a des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Mais il y a aussi un ton, une volonté très ironique, très où les personnages se comportent sérieusement, où un ensemble de choses sont vraiment prises entre guillemets un peu au sérieux, mais c'est toujours contrebalancé avec l'esprit loufoque, le ton des acteurs qui jouent, qui interprètent, qui sont complètement, enfin je veux dire, ils sont décalage complet, total tout le temps. Il devait y avoir un remake qui devait sortir cette année, il me semble. Mais bon, on imaginait un peu que c'était on va dire récupéré par Hollywood, ce qui annonçait pas non plus du bon, hein, un peu de gentrification malheureusement. Le fait que ça s'embourgeoise, tu vois, et que ça sorte un peu du cadre cradingue. C'est vrai. Parce que là, du coup, ils vont faire des trucs pour éviter d'heurter tout le monde. Un peu douteux. Bon, il y a eu 4 films hein, quand même dans cette saga Toxic Avenger. Moi, je vous conseille vraiment les 2 premiers parce que c'est chargé d'action, de gore, de trucs complètement transgressifs, où on s'attaque à tout le monde, où ça part dans tous les sens. C'est très cartoonesque aussi. Il y a eu une série télévisée, il me semble, mais voilà. Regardez déjà les 2 premiers films, ça va. Et si vous aimez plus, vous regardez le 3 et le 4. Et puis après, il y a toutes les productions trauma, hein. Les Atomic College, les Sergent Kabuki Man, il n'y en a eu qu'un seul, je crois, film comme ça, mais voilà, c'est toujours le même état d'esprit, c'est gore, c'est dégueulasse, il y a de l'action, donc c'est à aller voir. Personnages loufoques, enfin voilà. Je pense que vous arriverez à les trouver facilement, au moins sur Internet. Moi, du coup, je vais vous parler d'un truc rapidement. Ça s'appelle The Super Hero Movie. C'est très rapide. C'est juste un mec qui va se faire piquer par une libellule radioactive ou un truc du genre. Et en fait, c'est le même principe que Spider-Man. Voilà, il va avoir des pouvoirs, il va avoir des pouvoirs développés et tout ça. Et puis, il va en faire un peu n'importe quoi, on va dire. Le film sur lequel je voulais vraiment vous parler, c'est Kick-Ass, qui a été avec donc les acteurs Chloé Grace Moretz, Aaron Johnson et Nicolas Cage. Donc en gros, c'est un film qui date des années 2010, je crois, dans mes souvenirs. Oui, je crois que c'est sorti en 2010. Ouais, il me semble. Et donc en gros, ça va raconter l'histoire d'un jeune qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de super pouvoir même, et qui veut devenir un super-héros. Donc vous allez me dire comment on fait. Lui, il a trouvé une solution. Il s'est acheté un costume qu'il s'est fabriqué lui-même. Voilà, donc il a fait ça, et puis il a voulu aider les gens, les citoyens, comme ça dans la rue. Et lors de sa première sortie, il va se faire exploser la gueule par les gars qu'il a voulu arrêter, qui étaient en train de voler une voiture. Et il va se faire tellement massacrer qu'en fait, il va en perdre la capacité de sentir les choses, donc de sentir avec les nerfs. Tous ses nerfs sont abîmés. Terminaison nerveuse est complètement flinguée. Voilà, c'est ça. Donc là, il va avoir un super pouvoir, c'est de plus sentir les choses. Donc il va continuer, il va revenir de plus belle sur le terrain. Et là, il va faire la rencontre de 2 personnes qui sont des... Il va devenir beaucoup plus inconscient aussi. Oui, du coup. Parce que vu qu'il a perdu la capacité de sentir, il se dit que maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne sentira plus rien. Donc il fait de plus en plus de conneries dangereuses. Et étant donné qu'il va rencontrer 2 personnages qui sont des héros plutôt professionnels, parce que eux, ils ont des tenues un peu plus professionnelles, ils ont des armes, de vraies armes, ils ont des gadgets, ils sont à la pointe du héros comme Batman, on va dire. Oui, et puis c'est un duo père-fille. Ah oui, c'est vrai, c'est un duo père-fille, c'est important de le dire, ça aussi.
Donc le duo, c'est Nicolas Cage qui joue un justicier à la style Batman pour moi, et sa fille, donc Chloé Grace Moretz, qui joue du coup une Batgirl, une jeune Batgirl. Et ils vont donc se battre à un moment contre la mafia. Et notre cher héros qui est interprété, donc Kick-Ass, qui est interprété par Aaron Johnson, lui, il va les suivre. Sauf que il va se mettre dans la merde avec la mafia aussi, et donc il va devoir régler ça avec les deux autres. Et autant dire que j'en dirais pas beaucoup plus pour l'histoire, mais pour un spectateur, on va dire un peu plus âgé, qui serait dans une génération plus vieille que la nôtre. Ouais. Le schéma ressemble beaucoup au schéma des Vigilant Movies, les films façon... Il y a un justicier dans la ville, tu vois, par exemple Charles Bronson, dans lequel on va suivre un personnage qui veut d'abord se venger en fait de quelque chose qu'on lui a fait, du meurtre d'un proche, de la peur de quelqu'un, et progressivement ça va déraper vers une croisade un peu plus aveugle, un combat. Ouais, là c'est le combat contre le mal. Ouais, mais il y a aussi tout un discours sur l'autodéfense. Et tout ce que ça entraîne quand on prend les armes et que on sort de la légalité. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on disait que c'était important de se rappeler que c'est quand même un père et une fille, parce que du coup, ça veut dire que le personnage du héros masculin, du paternel, emmène sa fille de gré ou de force. Je pense que c'était de gré parce que la gamine a l'air aussi atteinte que le père, mais dans l'idée, en fait, on inflige la même chose à son enfant que ce que nous, on va subir, parce qu'on veut lui apprendre à se défendre et à défendre l'opprimé. Ouais. Et c'est... Et c'est déviant. Oui, voilà, c'est déviant, mais c'est jamais traité de façon larmoyante ou fataliste. En fait, Matthew Vaughn, le réalisateur de ce film, qui avait fait notamment X-Men Origins, X-Men le commencement, et qui avait fait les Kingsman, lui, il prend vraiment le pari de montrer en fait la violence, les scènes d'action sous un angle très jouissif aussi. Ouais, c'est ça. Il faut pas se mentir là-dessus, c'est aussi un vrai film d'action. Mais il y a aussi un discours au second plan qui est très très important sur le devenir des personnages. Et ce n'est pas un nanar. Et ça n'est pas un nanar, mais c'est un film où on peut ressentir un certain nombre de sensations. Et je pense que c'est très important. C'est ça aussi qu'on voulait amener en parlant de... Oui, c'est ça, exactement. Ressentir films, des émotions différentes. Parce que malheureusement, Deadpool. Dans le dernier Deadpool, là, c'est l'un des problèmes centraux, principaux. C'est ce manque d'émotion et le fait que les émotions aussi, elles ont perdu de leur saveur. Alors c'est que là, Zakouï. Même si Zakouï, lui, il est beaucoup plus sérieux dans la façon avec laquelle il aborde les choses et aussi les thématiques qu'il choisit. Alors que vraiment, dans Deadpool et Wolverine, on ressent bien le fait que ça devient un film Marvel, dans le sens où tout est pris à la rigolade, mais pas de n'importe quelle façon, puisque le film met en place un univers, un référentiel qui n'est là que pour se nourrir de lui-même, alors que Kick-Ass, par exemple, ça évoque des choses, ça évoque un éventail de choses qui sont propres à l'être humain, finalement. Ouais, exactement. Le personnage du héros dans Kick-Ass, c'est le gars qu'on a tous un peu été. Exact. Et on pourrait même d'ailleurs le comparer, sans en parler plus, à sa suite qui était complètement bordélique, qui n'avait plus aucun sens,
qui dérapait complètement et qui, dans certaines séquences, prenait le pari de défendre complètement l'idée d'autodéfense. Dans une autre séquence, prenait le pari de complètement la jeter à la poubelle. Donc il y avait dans cette suite un côté très moralisateur qui est pas dans Kick-Ass, donc c'est pour ça aussi qu'on voulait que tu voulais Laurent. Ouais, que je voulais en parler parce que c'était important et je vais en parler 2 petites secondes aussi parce que je viens d'avoir une petite éclair de génie qui vient de me rappeler. Il y a aussi une série qui sort actuellement et qui existe qui s'appelle voilà, je l'avais sur le bout de la langue, il est parti, super. Tant pis, on passera à autre chose. On pourra en parler tout à l'heure dans tes recos. Ouais, c'est ça, exact. Et oui, c'est un épisode avec beaucoup de recos, mais c'est pas grave. Nous, c'est le but. Donc, c'est le but, on veut vous faire découvrir vraiment beaucoup de choses. Et le deuxième registre. Alors, le film ironique. Le film ironique. C'est quoi l'ironie déjà de base ? Eh bien, l'ironie de base, pour moi en tout cas, c'est prendre une situation... comment je pourrais dire, une situation grave ou une situation drôle, voilà, ou une situation, ouais, mais de la rendre ridicule, de la faire redevenir ridicule pour moi, tu vois, genre oui, c'est de, par exemple pour moi une base de l'ironie, c'est y a un raciste qui se moque de, enfin qui est raciste envers certaines personnes tout au long de sa vie, tu vois, et à la fin du film il se fait tuer par des noirs. Pour moi ça c'est un truc ironique, tu vois. C'est un système un peu ironique. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ok. Bah, l'ironie, on pourrait dire tout simplement que c'est le fait de dire le contraire. Ouais, oui aussi. De contrebalancer et de prendre une thématique sérieuse et de justement faire quelque chose de léger. Ou à l'inverse, de prendre un truc léger pour en faire un truc léger et un truc un peu plus sérieux. Parce qu'il y a la fameuse ironie du sort. Ouais, c'est ça. Qui t'arrive dans la figure. Mais là, nous, vraiment, on voulait parler d'ironie au sens rigolo. Au sens rigolo et au sens que ça permet de désacraliser en fait les symboles, les structures qui sont toujours associées à une idée un peu du tragique, du dramatique. Comme comme je disais tout à l'heure, la mort de Logan avec l'utilisation de son cadavre comme moyen de combat en fait. Exactement. Mais moi, j'avais envie de parler d'un film qui me parle beaucoup et qui, je pense, n'est pas beaucoup connu, pas beaucoup vu. Ça s'appelle Les Aventures de Jed Burton dans les griffes du mandarin. Ça a été réalisé par John Carpenter. John Carpenter, on en avait déjà parlé. C'est celui qui est derrière le tout premier film et deux de ses suites Halloween. Exact. Qui a fait aussi The Thing. Oui, qui a fait The Thing. Enfin, il a fait 14 000 films. On pourrait passer des heures à tous les évoquer. Mais là, c'est pour parler de ce film-là, puisque dans ce film-là, il prend le pari de s'attaquer à la figure du héros viril, hyper balèze, qui connaît plein de choses, qui est très fort avec tout, et notamment avec les nanas. Un héros à la Indiana Jones, un aventurier à la Indiana Jones, pour en offrir une vision assez peureuse, lâche, raciste, complètement même, misogyne, et qui est qui n'a jamais d'incidence sur le récit. Il est jamais. Il est useless. Voilà, il est toujours hors jeu constamment, et pourtant le récit est un pur récit d'aventure, puisqu'on suit les péripéties d'un
d'un chauffeur de camion et de son pote asiatique dans un Chinatown. Donc les Chinatown, c'est des fameux quartiers chinois dans les grandes villes américaines. Ouais. Et lui arrive à San Francisco. Jack Burton arrive à San Francisco. Et il va suivre son pote pour aller dans Chinatown. Et là, il va leur arriver plein d'histoires avec des fantômes, des gangsters, des chevaliers, chevaliers en armure, enfin tout un tas de représentations très iconiques du folklore chinois qu'on avait pu notamment voir dans les films de la Shaw Brothers. Et le personnage n'arrive jamais à rien. Il est constamment dans l'échec constant, alors que le personnage qui l'accompagne, qui pourrait être associé à Sallah, par exemple, dans les Indiana Jones, c'est le personnage d'arabe un peu bedonnant, là, qui faisait plein de blagues, qui était très drôle. Je le considère comme un petit Robin, moi, de mon côté. Mais et là, en fait, c'est ce personnage d'acolyte qui est le héros principal de l'histoire. Voilà, en fait. c'est lui qui arrive toujours à tout faire. Ouais, exact. C'est lui qui a le love interest, même si Jack Burton en a un. Mais c'est marrant parce que d'ailleurs, l'histoire d'amour, les deux personnages masculins ont une histoire d'amour, mais c'est rigolo de voir comment les deux sont traités. Exact. Il y a presque un effet miroir entre les deux. Et finalement, comme par un coup du sort, c'est le personnage de Jack Burton qui à la fin connaît, on va dire, la gloire, qui finit par résoudre le problème final. Je me rappelle du petit vieux qui dit non mais Jack Burton c'est un héros. Et là, d'accord. Et c'est au tout début du film, avant qu'on voit tout le film, et après on voit le film et on se rend compte de ce qui se passe, et t'es là en mode wow, c'est incroyable en fait ce qui s'est fait. Et ouais, j'avoue que Et en plus, ça fait partie de ces productions, enfin de ces films de John Carpenter qui sont des beaux objets, parce qu'il y a Dinkin Day par exemple à la photographie, il avait bossé sur tous ses films précédents, et notamment The Thing. Et là, je veux dire, il y a un beau cinémascope. C'est une belle mise en image. Il y a plein d'effets spéciaux. Il y a un joli gros camion aussi. Ça part dans tous les sens. Enfin, c'est une sorte d'image d'Épinal du cinéma de John Carpenter, avec des héros loufoques, avec du mystère, avec de l'action, avec des personnages joués en couleur, mais avec, malgré tout, un détournement, un effet de renversement de la table. Et je pense que c'est un film qui doit être redécouvert, puisque le film n'a pas du tout été apprécié à sa sortie. Carrément. Et foncez. Aujourd'hui, le spectateur, notamment, n'en peut plus des grosses figures viriles. Exactement. Je pense va adorer ça, parce que c'est ça. Que ça le détourne tellement bien, et ça le met tellement dans un... Puis c'est clairement assumé, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, l'acteur principal, Kurt Russell, il a eu aussi une carrière à la Stallone, à la Bruce Willis. Il a joué dans des films d'action où clairement c'était lui le héros. Il était trop fort, il était trop balèze. Mais là, retournement de situation. Retournement de situation. C'est lui le gros loser, quoi. Et ça fait du bien parce que lui-même il l'assume. Exact. Dans son jeu, dans le fait qu'il soit grotesque, c'est vrai. ridicule. C'est vraiment très bien. Donc, tout fonctionne, quoi. On le conseille très fortement aussi. Ouais. De mon côté, je vais partir sur un jeu vidéo. Le jeu vidéo qui s'appelle Borderlands. C'est sorti il y a quelques années maintenant. Je crois que c'est sorti en 2009. Sur PS3, sur Xbox 360, sur PC aussi, sur PC, sur Xbox, sur Xbox One. C'est même sur Switch. Oui. En fait, c'est sorti sur quasiment toutes les consoles. Oui, depuis la 3e génération des grosses consoles de salon. C'est sorti sur toutes les consoles. Et donc, c'est très simple. C'est un jeu qui a été développé par Gearbox Software et édité par les 2K Games.
Donc 2K Games a fait quelques jeux. Hein. Actuellement, il travaille aussi sur tous les jeux du monde du catch, donc des jeux de combat. Il travaille aussi sur les jeux de sport, comme 2K... en gros, c'est le NBA. Voilà. Et ils font pas mal de trucs comme ça. Et donc, c'est un RPG. Donc, le RPG, c'est quoi ? Le role player gaming, ça veut dire qu'on prend le contrôle d'un personnage et on le fait évoluer tout au long de l'histoire pour faire augmenter ses compétences, pour faire augmenter sa vie, tout ça. Et c'est également un FPS, First Player Shooter. Ça veut dire qu'on voit que comme si on voyait nous et on voit nos mains, on voit l'arme devant nous. Entre vos mains. Entre vos mains. Mais on voit pas le personnage tout entier. Et donc, l'univers de ce jeu, c'est qu'on va jouer un personnage qui se retrouvera sur la planète Pandore. Et cette planète, c'est une planète, pour nous, qui est pas du tout dans notre système solaire, c'est dans un autre système solaire. Et le principe donc du personnage qu'on va jouer, c'est d'être un chasseur de l'arche perdue dans Pandore. Et il paraîtrait que cette arche a un pouvoir miraculeux. À celui qui la trouvera, ça lui apportera fortune et tout le tralala. Bref, donc le but, ça va être de retrouver cette arche et de réussir à récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Sauf que c'est une planète hostile, alien, et où d'autres humains sont comme nous. Et, c'est un peu un univers à la Mad Max. Exactement, c'est un univers post-apo. Enfin, post-apocalyptique, je pourrais pas dire que c'est post-apo réellement, mais dans l'univers Mad Max, je suis d'accord avec ça en fait. C'est très sableux, c'est voilà. La grosse particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu en bande dessinée. C'est-à-dire que je connais plus le terme pour les moi non plus comme ça, mais je l'ai perdu un aussi. Terme particulier, on le notera peut-être dans la description de l'émission. Et du coup, je trouve ça vraiment trop cool parce que le graphisme ne peut pas vieillir. En fait, t'as pas cette sensation de oh, putain, ça date de longtemps. Non, en fait, tu le regardes et tu te dis juste bah ok, c'est un dessin, enfin c'est du dessin animé que j'active moi-même et que j'anime moi-même. En fait, c'est trop cool. Et ce qui est vraiment cool à l'intérieur, c'est qu'on va pouvoir choisir parmi 4 personnages dans le jeu. Et en fait, ce qui est bien, c'est que chacun des personnages a son stéréotype. Il va y avoir le gros personnage bien musclé, bien con, mais bien musclé, et genre il fonce dans le tas tout le temps. C'est un peu Jack Burton, quoi. Voilà, ça c'est Jack Burton. Il y en a un autre, on va être plus sur un personnage un peu plus dans le calme et dans le réfléchi, qui va être là, on pourrait considérer que c'est Professeur X. Wang Ying. Oui, voilà. Après, on va avoir le personnage qui est féminin, le seul personnage féminin du jeu, qui, elle, est tout le temps dans la discrétion. Donc, elle se cache, elle va venir en furtivité pour venir neutraliser un ennemi derrière lui ou des trucs comme ça. Ok, d'accord, ouais. Et on va en avoir un autre qui est un tireur d'élite qui ne rate jamais sa cible et tout ça. Pour moi, c'est un Deadshot, tu vois. Sauf que ce qui est très marrant avec tous ces personnages-là, c'est que le premier, le gros bourrin, il a ses phrases à lui, tu vois. C'est genre je vais vous casser la gueule, bande d'abrutis, tu vois. Alors que la meuf qui est toute discrète, c'est putain, mais il faut vraiment que je me fasse discrète, il faut que je leur arrive dans le dos, tu vois. Que des petits trucs comme ça où, en fait, ça t'amène vraiment plus dans un roleplay. Oui, les caractères sont très personnalisés. C'est ça. Et du coup, c'est ce qui en fait le jeu assez déviant par excellence. Enfin, les personnages deviennent assez déviants par excellence parce que du coup, tout le système du jeu, c'est d'aller casser la gueule à tout le monde, mais tu peux le faire de plusieurs manières différentes. Et c'est ironique. Exactement. Puisque ça... Enfin, tu te retrouves à avoir le contre-pied de... Ouais. Enfin, à pas forcément avoir ce que tu t'attendais peut-être au début en prenant tel ou tel personnage. Exactement, ouais, c'est ça que j'allais venir juste après, c'est que voilà, justement le personnage que tu vas jouer, il te définit au début en te disant bah voilà, je suis la grosse brute par exemple et je veux jouer le grosse brute, sauf qu'en fait il y a plein de moments où tu vas devoir faire le mec qui va devoir rester tout calme et qui va devoir être le plus discret possible, ou inversement le moment où tu vas devoir faire la grosse brute et t'es le personnage tout discret.
Et donc, t'as vraiment ce comportement des personnages qui évolue un peu au fur et à mesure du jeu. Alors après, j'ai pas assez joué au jeu parce que pour moi, je l'ai découvert récemment. Ouais. Et j'y ai joué 30 heures, je pense, même peut-être plus. C'est déjà pas mal. Puis je pense que là, c'est déjà pas mal. Bien envie aux gens de le découvrir. Exactement. Mais je suis qu'à 11% du jeu. Donc, à savoir que le jeu, ça veut dire que je suis à 30 heures de jeu, je suis qu'à 11%. Donc, pour toute personne qui a envie d'acheter un jeu et qui connaît pas Borderlands, ben, je vous le conseille parce que c'est un investissement que vous allez faire sur du long terme en fait. Si vous aimez le jeu de long terme, parce que c'est sûr que si vous aimez les jeux courts, Borderlands, c'est peut-être pas trop pour vous. Vous allez être appuyé sur plusieurs heures de jeu à faire pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout de l'histoire. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Très chouette. Donc, pour l'idée, on va partir sur le troisième... pour poursuivre notre réflexion. Exactement, le troisième registre qui était donc les films en fan service. Ou les œuvres en fan service. Ou les œuvres. Même si, encore une fois, on s'est concentré beaucoup plus sur le cinéma. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Ouais. Ça te dit si c'est moi qui fais la description de ce que c'est que le Bien sûr, service. vas-y. Je me permets de prendre parce que, du coup, on va parler de fan service dans plusieurs cas. Moi, je vais vous parler des deux cas que je connais le plus. Donc, c'est-à-dire le cas où on va être sur les films occidentaux. Occidentaux, pardon. Et je vais vous parler également de la culture asiatique avec les mangas et les animés. Qu'est-ce que c'est que le fanservice dans les deux cas? Parce qu'en fait, les deux sont un petit peu liés et en même temps sont assez éloignés. Et ça, c'est bien de le comprendre. En fait, dans la culture occidentale, on va avoir le fanservice, ça va être les caméos, ça va être la reprise de dialogues de personnages, ça va être des choses comme ça qui vont faire plaisir à la personne qui le regarde ou à la personne qui l'entend. Donc vraiment, le lecteur va se dire « Waouh, ça c'est cool, c'est ce qui me fait kiffer » et ça donne une petite dose de c'est pas de l'adrénaline, mais d'oxytocine, je crois. Puis ça marche beaucoup sur l'idée de nostalgie. Oui, c'est ça, voilà. En fait, ça nous rappelle quelque chose, c'est quelque chose d'agréable, c'est cool. Alors que chez les Asiatiques, cette culture de fanservice, elle est un peu différente. Elle est plus à caractère sexuel. Alors, c'est pas de la pornographie non plus, mais quand on parle... Mais de l'érotisme. Voilà, quand on parle de fanservice dans les animés, on va se rendre compte que le personnage va avoir des tenues un peu moulantes et qui va être mise dans des positions qui seraient pas très réalistes dans ce moment-là. Ça devrait pas être fait comme ça, mais la caméra va se mettre sous la jupe de la demoiselle ou des trucs comme ça. Et donc, ça va montrer des petites culottes. Bref, voilà. Du coup... Il y a un côté un peu hentai, quoi. Ouais, mais le hentai, c'est la pornographie complètement. Donc là, on est plus sur quelque chose d'un peu plus comment on appelle ça, léger, on va dire, même si je sais que certaines personnes peuvent être choquées de ça, tu vois, mais ça reste un peu plus léger que ce qu'on peut avoir. Mais ça, en tout cas, c'est une façon d'aller contenter le spectateur masculin c'est ça, ou même féminin. En lui donnant un peu à manger, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, ce qui est cool là-dedans, alors... Attention, je m'entends, c'est ce qui est cool dans les deux fanservices, c'est l'idée que ça apporte quelque chose en plus au spectateur. D'accord. Qui va donc pouvoir soit rentrer plus facilement dans l'univers, soit juste avoir une petite dose supplémentaire de plaisir. D'accord, en fait. Ok. Voilà. Et moi, là-dessus, j'avais envie de parler d'un film qui est complètement habité par le fanservice. C'est Ready Player One de Steven Spielberg. Je l'ai revu là, il y a 2 jours. Moi, je l'ai vu, pareil, il y a 2 jours. C'était incroyable. 4K en plus. Ça envoyait juste... c'était... incroyable. Le petit Robocop là. Oui, non mais... Quand tu m'en as parlé, j'étais obligé de le voir. Tout est... Je veux dire, il y a Robocop, il y a King Kong, il y a un T-Rex, il y a une DeLorean. Je vais m'arrêter maintenant parce que... Sinon, on va faire 1h30 de ça. Les gens voient déjà à peu près où est-ce que...
Voilà, ça peut emmener ces différentes références. Mais là, le fanservice, c'est vraiment le fanservice à l'occidental. Hein. Exact. C'est le fait d'aller chercher toutes ces références pour contenter les spectateurs. Mais là où le spectateur, on va dire lambda, à la sortie de la toute première bande-annonce, a vu un truc juste pour le contenter et lui faire beaucoup de clins d'œil, Spielberg, lui, il y a vu une façon de faire du world building, de la construction d'univers. Exact. Puisque le but là du fan service, c'est d'amener le spectateur à travers du coup un récit d'initiation. Hein. On est dans un futur finalement assez proche. Ouais. Les gens évoluent en 2040 et quelques, 2045. Ah oui, ils ont un jeu réseau social très augmenté où ils peuvent aller se projeter avec l'Oasis, avec des lunettes VR. Ça s'appelle l'Oasis. Ça a été créé par un personnage qui s'appelle James Hallyday. Ouais. Et ce créateur est décédé, mais il a laissé à l'intérieur du jeu différents easter eggs. Ouais. Et ces différents easter eggs, qui sont des éléments de fanservice, à proprement parler, vont permettre en fait aux joueurs d'aller découvrir quelque chose et d'avoir une grande révélation, quoi. Exactement. Et là, ce que Spielberg, lui, essaye de faire, mais on lui a beaucoup prêté des intentions qui n'étaient pas les siennes, notamment les intentions, on va dire, vulgairement, d'un vieux con. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Ah ouais, non mais le mec, il voudrait m'amener à sortir de ma chambre et à lâcher mes jeux vidéo. » Non, en fait, c'est pas du tout le cas. Ouais. Lui, ce que voulait Spielberg, c'était dire aux spectateurs, des fois, ce qui est important, c'est pas le fan service. Il faut regarder à côté. Faut prendre un autre chemin. Et là, je prendrai en référence la toute première épreuve du film, qui est une course-poursuite où il y a King Kong autour qui saute d'immeuble en immeuble. Qui casse tout. Et à un moment, le héros comprend que s'il veut obtenir la victoire, il doit partir en marche arrière. Ouais. Et il va découvrir un truc qui est caché. Et qui est caché, on va dire, sous les lignes de code c'est ça, exact. Qui représentent le graphisme du jeu. Et ça, c'est super puissant. Ouais. Parce que finalement, les gens, à la base, n'y ont vu que de la culture doudou. Les personnages dans le jeu vidéo, les personnages de vrais humains qui jouent au jeu et qu'on voit en train de jouer au jeu, avec des lunettes VR, ils sont dans leur appartement, ils essayent de taper contre des trucs. Ils sont seuls, mais on pourrait avoir l'impression qu'ils sont ridicules, alors que non, ils sont pas ridicules. Ils essayent de vivre une vie par procuration. Exactement. Et ça, dans la séquence d'ouverture, on suit le personnage qui passe à côté de plein d'appartements où on voit les gens en train de jouer chez eux à tous au même jeu. Et il arrive devant le dernier appart, et là, il y a une petite grand-mère qui est dehors et qui est en train d'arroser des fleurs et tout, et des plantes et des salades. Et ça... c'est le moment, si tu veux, où Spielberg dit finalement, si on utilise tous notre énergie positivement, on peut créer la vie, on peut créer un truc qui soit vital, qui regorge de force, Et pourquoi c'est pas, on va dire, anti-jeu, anti-joueur, anti-gaming ? Parce que le réalisateur le dit à travers le personnage de James Hallyday. Finalement, James Hallyday, c'est lui.
Mais lui, il a créé l'Oasis pour échapper au monde. Il a voulu se faire sa bulle. C'est ça, parce que c'était un personnage d'inadapté. Exactement. Il le faisait aussi en quelque sorte pour échapper à la mort. Ouais, parce que il y a aussi une question qui est posée à la fin, c'est est-ce que le personnage de James Hallyday est vraiment mort, ou est-ce que il n'a pas juste transposé son subconscient dans le jeu. Exactement. Et ça, c'est une très belle... et moi, j'aurais juste une réflexion pour conclure, c'est des fois, il faut savoir oublier la moto. Forget the bike. Ouais. Et une note d'attention en elle-même. La moto d'Akira. Enfin voilà, c'est juste un film qui est totalement prenant. Ouais, et carrément. Encore une fois, les gens sont totalement passés à côté, comme un fameux Last Action Hero qui avait été en partie écrit par le même scénariste. En 93. Et qui amenait aussi, voilà, en 1993, il est sorti, je crois, un mois avant Jurassic Park. Et Last Action Hero, c'était la même chose, sauf que là, on avait un petit gamin qui vivait dans un monde assez pourri, où il avait peur et tout. Il rencontrait en fait son personnage qu'il idolâtrait, et ce personnage qu'il idolâtrait finissait par venir dans son univers et permettait à cet enfant, comme Elliot dans E.T., à grandir. Ouais. Et là, voilà, c'est apprendre à grandir à travers le fanservice, à travers les images référentielles, mais en t'amenant à voir au-delà des images référentielles et en t'amenant à les réemployer, à les faire évoluer et à les faire grandir, en fait. Bah, moi, du coup, de mon côté, c'est tout ce que tu avais à dire, du coup ? Ah oui, moi c'est bon, hein, j'ai fini là. De mon côté, donc pour le fanservice, je vais parler de My Hero Academia. Donc c'est un animé qui est sorti depuis quelques années maintenant, parce qu'on est à la 7e saison, donc ça doit faire au minimum 7 ans qu'il est sorti. Et en fait, on va suivre donc le personnage principal qui s'appelle Midoriya, et qui est donc Izuku Midoriya, pardon, qui est un jeune, qui est un enfant un adolescent, je dirais plus, pardon, un adolescent qui veut devenir un super-héros dans un monde où 80% de la planète est doté de super-pouvoirs. Sauf que lui, il n'en a pas. Et il veut quand même devenir un super-héros parce qu'il a un super-héros qu'il aime par-dessus tout, qui s'appelle All Might. Et il dit qu'il va vouloir tout faire pour pour lui-même devenir un super-héros et être aussi fort et aussi bon que All Might. Donc il va suivre une école de héros. Et en fait, dedans, on va avoir pas mal de choses. Donc on va avoir un peu de fanservice à la japonaise. Donc il va y avoir des femmes qui vont être un peu dénudées et tout ça, mais c'est très léger. Et on va aussi avoir du fanservice à la version européenne et occidentale, parce que on va avoir des retours de certains personnages qui ne seront pas appelés de la même manière, mais on va avoir Captain America, par exemple, qui sera féminisé. Et on aura Captain America, okay. On va avoir des personnages comme ça qui vont apparaître. On va avoir l'homme invisible, on va avoir la chose, on va avoir pas mal de personnages comme ça qui vont réapparaître et qui soit vont avoir une conséquence directe sur ton histoire, soit juste de passage comme un caméo classique, tu vois. Et je trouve ça vraiment bien écrit. Et ce qui est vraiment bien avec celui-là, c'est que mon point de vue, parce que ça n'a jamais été validé, mais ça commence shonen. Donc pour toute personne qui connaissent pas les termes japonais, le shonen, c'est en gros, c'est quelque chose où les personnages vont évoluer tout au long de l'histoire, mais c'est pour un public ciblé d'enfants. Voilà. Okay. Et le seinen, c'est les personnages vont évoluer tout au long de l'histoire, mais c'est pour les adultes. Donc ça peut être quelque chose de plus violent, plus grave, plus tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que My Hero Academia, les 2 premières saisons, c'est du shonen classique. La saison 3, on commence à passer d'un shonen jusqu'à du seinen. Et plus on avance, et plus le seinen approche. Et je trouve ça plutôt bien, parce que c'est la première fois
dans tous les animés que je regarde que je me dis, ok, il y a cette évolution qui se passe. Alors, j'en ai déjà discuté avec des amis et certains me disent je suis pas d'accord, mais c'est mon impression à moi et je pense que d'autres pourraient la partager. Donc, n'hésitez pas à regarder My Hero Academia. C'est très long, mais n'hésitez pas à le regarder. Et c'est peut-être la preuve, tout simplement, que le récit n'est pas enclavé dans une logique particulière, tu vois. C'est aussi ce qu'on voulait dénoncer au travers de notre émission. C'est ça, exactement. En offrant des contrepoids à Deadpool et Wolverine. Donc finalement, la question de base, est-ce que c'est un cinéma de Wolverine, c'est un cinéma du non-retour? On vous laissera être seul juge pour en juger. Moi, je pense que oui. Mais en fonction de l'écriture, en fonction du réalisateur, en fonction des gens qui sont impliqués dans les différents projets, dans les jeux vidéo, dans les bouquins, dans les mangas, dans les films, la culture, justement, elle n'est pas dans une impasse. Elle peut se réinventer, et on l'espère. Mais elle se reconstruit aussi grâce aux spectateurs. Exactement. Donc n'hésitez pas à dire quand vous trouvez que le film n'est juste bien que pour le divertissement et qu'il manque de saveur supplémentaire. Et n'hésitez pas à le dire à un film qui mérite tous les applaudissements quand le film le vaut vraiment. Et n'hésitez surtout pas à regarder et à essayer de voir les choses sous un autre angle. Exact. Et à essayer de découvrir d'autres éléments. Exact. C'est pas parce que c'est pas Marvel que c'est pas bien. Ouais. C'est pas parce que c'est Marvel que c'est mal. Ouais, bien sûr. Mais voilà, il faut aller pousser différentes portes. C'est comme ça qu'on grandit. Exact. Parce que quand on grandit en tant que spectateur ou en tant que lecteur ou en tant que fan de musique ou je sais pas quoi, on grandit aussi en tant que personne. Une dernière petite reco pour toi. Ouais, The Boys, c'est la série que je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est des super-héros qui sont juste des gros connards. Donc c'est très déviant parce que de base, normalement, les super-héros doivent représenter la justice et tout le tralala. Là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est des super-héros qui sont acclamés devant les publics, mais qui par contre font que de la merde et que des méchancetés. Bien facho. Ouais, exactement. Voilà. Je connais le concept. Voilà. Moi, j'avais juste envie d'en évoquer que deux. D'un côté, il y a une conférence de Pierre-Emmanuel Barré. C'est dispo gratuitement sur YouTube. Sur la page de l'humoriste. Pierre-Emmanuel Barré, c'est un humoriste. Il a l'humour très très grinçant. Ça tape sur tout le monde. Mais c'est vraiment très cool. Ça nous rappelle des heures glorieuses de Dieudonné, par exemple, avant qu'il dérape. Mais j'avais envie aussi de recommander Metal Slug Anthology. C'est une compilation d'une saga de jeux vidéo d'arcade dans laquelle on interprète des personnages qui peuvent évoquer Rambo, Terminator, Conan. C'est pas Broforce, tu vois, parce qu'il y avait eu Broforce où tu peux jouer tous les personnages. Mais là, tu joues des archétypes de films d'action. Dans des univers très très référencés. Il y a des références à Terminator, à Independence Day, à tout un panel comme ça. C'est japonais, donc il y a aussi un peu de sexualité, on va dire, déviante. Mais c'est très très cool, c'est très très rigolo. Ça joue très très bien, c'est très coloré. Les animations sont dessinées à la main. Et c'est vraiment, c'est vraiment super top. Donc foncez. Bon, c'est le mot de la fin. Merci Loulou, merci à tous nos auditeurs. Pas d'indice pour cette fois-là parce qu'on se creuse encore la tête pour le prochain. Effectivement, c'est vrai que là c'était un peu. On vous mettra un truc sur Facebook, Instagram. Exactement, n'hésitez pas à nous suivre. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début, mais n'hésitez pas à nous follow sur Instagram, sur Facebook, c'est Canap Pop. Et vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming. Et sur YouTube, bien sûr. Exactement. Merci. Voilà. À la prochaine, Rouquin. À la prochaine, Loulou. À la prochaine, les copains, les copines. Ciao.
n'écrivons pas de la poésie parce qu'elle est jolie, nous la lisons et l'écrivons parce que nous faisons partie de l'humanité. Pourquoi tu me dis ça, Lolo ? Parce que on a oublié de le dire au début de l'émission, mais ça fait quand même 10 ans que Robin Williams est mort. Eh oui. Et Robin Williams, c'était Monsieur Keating, Ouais, c'était... dans le cercle des poètes disparus. Mais c'était aussi Alan Parrish. Et Peter Pan. Ouais. Et Madame Doubtfire. Madame Doubtfire. C'était tellement de personnages. Merci à toi. Voilà. Au capitaine, mon capitaine. Oui, au capitaine, mon capitaine. Merci, monsieur.